mais que derrière, la kiné n'était pas au rendez-vous, ça allait pas fonctionner. En gros, tout part du gonflement. Ce que j'aurais aimé, avoir mis en place il y a 5 ans, un, ne pas opérer les genoux trop vite. Hey, salut tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode d'Entendons. Aujourd'hui, on va accueillir Thibaut Noailles qui est chirurgien orthopédique du genou. Du coup, aujourd'hui, on va parler de chirurgie, de ligaments croisés antérieurs, de collaboration kiné-médecin et bien d'autres choses encore. Alors, bon épisode et surtout, bonne écoute. Et juste avant de lancer cet épisode, petit rappel sur ce qu'est Entendons. Eh bien en fait c'est un podcast que tu vas pouvoir retrouver sur différentes plateformes, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, etc. Où en fait on essaye de réunir des experts et experts dans leur domaine pour qu'ils viennent partager leur passion et leur savoir dans différents domaines de la kiné. Donc voilà, ne perdons pas une minute, place à l'épisode, let's go. Et salut Thibaut, écoute, merci d'être avec nous aujourd'hui et d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur Entendons. Eh bien, avant de commencer, bon, c'est pas très original, mais j'aimerais bien que tu te présentes, voilà, pour qu'on en sache un petit peu plus sur toi. Salut Augustin, Thibaut Noailles, j'ai, 38 ans. J'ai fait, médecine, d'abord à Paris, l'externat, puis ensuite on est parti avec une bande, de copains élargis en province. On est allé à Nantes, où j'ai fait ma formation en chirurgie et puis en chirurgie orthopédique ensuite. Et puis je me suis installé à Bordeaux il y a maintenant 5-6 ans. Ma femme est Ok. originaire de Bordeaux. On voulait, redescendre à Bordeaux et je suis installé à Bordeaux Nord depuis, 5-6 ans avec, aujourd'hui une activité quasiment exclusive sur, la chirurgie du genou et plus précisément la chirurgie du ligament croisé et puis toutes les pathologies bien sûr associées, le ligament antérolatéral, les pathologies méniscales, les atteintes du cartilage. Ok, ouais. Quelle belle spécialisation, le ligament croisé, on en parle quand même pas mal en plus depuis toutes ces années. Et d'ailleurs, ben voilà, ici j'aurais quelques questions à te poser aujourd'hui sur différents sujets, mais ça va forcément tourner autour du genou et du ligament croisé aussi. Et la première, c'est, voilà, tu avais fait une masterclass sur Full Physio, sur la chirurgie combinée du croisé antérieur. En l'occurrence, la chirurgie du ligament croisé antérieur, c'est avant tout un travail multidisciplinaire. Et justement, à ce propos, est-ce que tu pourrais un peu nous développer cette vision et pourquoi, selon toi, ce serait peut-être important qu'on sorte du paradigme où, entre gros guillemets, il y a la chirurgie et le chirurgien et rien d'autre autour, et plutôt voilà, ce travail collaboratif. Heu, bah, pour moi, c'est, entre guillemets «le nerf de la guerre», hein. Pour pas te mentir, juste avant qu'on se connecte et qu'on commence le podcast, j'étais en train de faire un PowerPoint, que je vais présenter à la SFA. Donc c'est notre grand congrès, Société française d'arthroscopie, qui commence mercredi prochain à Lyon et en fait, jeudi soir, je fais une présentation à des confrères qui sont aussi spécialisés dans le croisé. Ok. Donc on va parler de technique chirurgicale, on va parler du positionnement précis du tunnel fémoral, on va parler d'aspects très, très pointus. Mais en fait, je commence ce PowerPoint par la question justement du multidisciplinaire et la gestion du patient dans sa globalité. En gros, se dire que, tu vois, c'est pas qu'un tendon ou un ligament au milieu d'un genou, pardon, qu'on remplacera Mhm. ensuite par un tendon, mais en tout cas, c'est pas qu'un ligament au milieu d'un genou, c'est d'autres structures dans le genou, des structures, cartilagineuses, des structures méniscales. C'est pas que le genou, c'est aussi autour, le fameux, ligament antérolatéral et puis surtout, c'est pas qu'un genou, c'est aussi un patient et moi je dis toujours: «Quand ça casse dans le genou, en fait, ça casse là-haut» et il Ouais. faut absolument considérer, la blessure du patient comme un vrai traumatisme, dans sa carrière professionnelle, sa carrière sportive, ce que ça implique sur le plan personnel. Et quand il y a un gamin qui rentre de 17 ans, qui s'est blessé au foot à 15 jours de la finale de la coupe départementale, et ben c'est pas parce qu'on fait le plus beau ligament au centre du genou qu'on aura le meilleur résultat derrière. Il Ouais. faut un beau ligament au milieu du genou, c'est sûr, mais il faut aussi avoir considéré le patient, dans sa globalité. Donc moi, je ne conçois ce travail-là que de façon, multidisciplinaire et encore une fois, c'est pas du tout, préparé. Mais tu vois, juste après la fin de ce podcast, j'ai rendez-vous avec, 2 kinés avec qui je bosse, Julien Locatelli et Alexandre Tomasi, qui d'ailleurs Ok. avec qui j'avais fait la masterclass sur Full Physio, où on va parler justement de nos consultations pré et post-opératoires, qu'on va faire avec les kinés. Ok. Trop Avec chouette. cet aspect, collaboratif du kiné, du chirurgien pour avoir une meilleure gestion en préopératoire, des sidérations musculaires, en post-opératoire, de l'AMI pour à la fin avoir le meilleur résultat. OK. Ouais, mais c'est top et c'est marrant que tu aies comme ça on va dire des occupations où tu vas aller parler de l'interdisciplinarité avant et après ce podcast. C'est assez, au final, les étoiles s'alignent. Mais au final, pour rebondir justement sur, cette interdisciplinarité, j'arrive à le dire.
la collaboration kiné-chirurgien, bah, c'est quand même essentiel. Et souvent, ben, je parle ici en tant que kiné, ben, on tente d'entrer en contact avec les chirurgiens de nos patients. Et c'est vrai que c'est parfois pas facile, moi en tout cas, de joindre les chirurgiens parce que voilà, ils sont fort occupés. Enfin, vous êtes fort occupés et nous aussi en soi. Et on n'obtient pas toujours une réponse. En tout cas, moi, quand j'envoie un rapport au chirurgien, et je me suis toujours demandé, et je suis hyper content que tu sois là aujourd'hui pour ça, parce que je me suis toujours demandé, selon toi, en tant que chirurgien orthopédique, qu'est-ce que tu attends toi d'un kiné? Qu'est-ce qui fait qu'au final tu accorderais, ta confiance et une éventuelle, collaboration, si je peux dire ça comme ça, au kiné qui s'occupe au final de ton patient opéré? Bah, moi, en fait, quand je suis arrivé à Bordeaux, donc je te disais, je venais de Nantes. Je suis arrivé à Bordeaux parce que ma femme est d'ici et je connaissais personne. Je Ouais. connaissais personne et puis surtout personne me connaissait. Donc je suis allé me présenter au médecin généraliste et puis très vite au kiné, qui à chaque fois m'ont très bien reçu. J'arrivais et puis je voyais les cabinets, je voyais la manière de fonctionner, la manière de travailler. Et puis je voyais en fait, que, dans la prise en charge du ligament croisé, dans cette notion de temps long, et beh, le professionnel de santé que le patient allait le plus voir, ça allait être le kiné. Et donc en fait, si, j'avais fait le plus beau ligament au centre du genou, mais que derrière, la kiné n'était pas au rendez-vous, ça allait pas fonctionner. Et donc en fait, j'attends vraiment d'avoir, une prise en charge pré-opératoire d'abord et post-opératoire qui soit, qualitative avec les dernières données de la science. Quand on regarde chez les kinés, on a encore fait avec Benoît, un webinaire la semaine dernière. Il y a des travaux énormes qui sont faits sur les critères de reprise. Alors là, jeudi dernier, c'était sur la course à pied. Ça peut être aussi sur, les tests plus lointains type K-Start. Mais il y a des travaux qui sont énormes, des publications assez belles, Alexandre Rimbaud à Saint-Étienne, Florian Florelli et cetera. Il y a vraiment des magnifiques travaux sur lesquels on doit s'appuyer. Et moi, typiquement, qu'est-ce que j'attends d'eux? Bah, j'attends qu'ils m'apprennent des choses. Ouais, C'est-à-dire OK. qu'aujourd'hui, si tu veux, quand je fais moi ma consultation, là, sur le pré et le post-opératoire, je vois Julien Alexandre juste après, mais Julien Locatelli, il fait une consultation à 3 mois de mes patients opérés du croisé. OK. Et OK. en fait, il va faire des tests, mesure de force, EMG de surface, test de rachet. Mais ça, c'est des choses que j'ai appris grâce à Julien. J'en Ouais. savais strictement rien et de façon un peu simpliste, je te dirais qu'à 3 mois, je les voyais, je leur disais: «Ah, le quadriceps est encore un peu faible. Ah, le genou est encore un peu gonflé. Ah, il faut continuer la kiné». Mais en Mmh. fait, en valeur qualitative, ça avait un apport proche du néant. Ouais. C'est-à-dire que je n'avais pas d'évaluation objective, du réveil musculaire, de la force, du ratio quadriceps ischio-jambier, des tests de saut, de la proprioception, enfin j'en passe. Et Ouais. donc voilà, moi ce que j'attends d'eux, c'est qu'ils m'apprennent des choses et que ça soit au service du patient. Ouais, bah, c'est top et moi je suis totalement d'accord avec toi. C'est moi au final ce que j'attends d'un chirurgien, si je peux dire ça comme ça, bah, c'est au final, bah, voilà que déjà qu'il lise, le bilan si je lui envoie, par mail, mais c'est pas toujours évident et surtout pour moi qu'il soit capable aussi de détecter les signes, on va dire, qui font que, bah, il y a une situation qui vire plutôt vers quelque chose de pas super cool pour le patient ou pas. Je veux dire, j'ai pas mal entendu, j'ai eu des expériences comme ça où et l'erreur est humaine, hein, donc j'incrimine évidemment personne et c'est pas toujours facile de le voir, mais où il y a par exemple une patiente qui avait en fait un cyclope syndrome, mais qui n'avait pas été détecté, le chirurgien lui avait dit: «Mais non, c'est un petit peu c'est dans votre tête» et il lui avait un peu fait comprendre ça et en fait, elle a traîné un cyclope pendant, je pense, 6 mois et donc après on est intervenu dessus et puis depuis ça va mieux. Mais c'est vrai que ce genre de situation, c'est pour moi le si je connais un chirurgien où je sais vraiment que j'ai pleinement confiance et où, s'il me dit: «Le patient va bien», c'est qu'il va bien. Je trouve que en tout cas du point de vue kiné, c'est vraiment aussi ça, c'est super important et heu et en tout cas, j'entends bien ce que tu as dit à propos des kinés et c'est chouette que tu sois dans cette position de les kinés ont quelque chose à m'apprendre aussi et il y a vraiment cet échange et ça, je pense que c'est vraiment ça qui fait avancer les choses et hem Mais c'est et hyper ouais. important et même, tu vois, nous, on fait souvent, on organise des chirurgies en live, notamment pour les dernières années de l'école de kiné, avec Alexandre Tomasi, donc, qui a bossé pour Full Physio. Et ça permet, en fait, de montrer, en fait, le principe chirurgical, l'agression que ça peut engendrer, la création des tunnels, la cicatrice du prélèvement, les lésions des branches infrapatellaires du nerf saphène, pour, en fait, Mmh. répondre à des questions que les patients vous posent ensuite au quotidien et comprendre, vous, dans votre travail manuel, quels sont les soins qui seront les plus efficaces ensuite. Donc c'est cet apport mutuel qui à la fin
sera au service du patient. Ouais, bah, totalement. Et j'aimerais bien revenir sur la phrase que tu as dit au début du podcast et que tu avais d'ailleurs dit dans ta masterclass aussi. Quand ça casse en bas, ça casse aussi en haut. Je trouve ça enfin, j'aime beaucoup cette phrase, donc je vais la garder. Comment toi, justement, donc à propos de cet aspect un peu psychologique, comment toi tu gères cet aspect chez le patient qui va ou qui s'est fait opérer du croisé, et quel discours au final en préopératoire tu peux tenir pour un peu gérer leur état d'anxiété préopératoire? Parce que je pense qu'il y a des patients qui sont très fort stressés. Ouais, comment tu abordes ça avec eux pour les rassurer, on va dire un petit peu? Juste parenthèse, cet aspect-là psychologique, Ouais, sur la chirurgie du croisé, il y a le docteur Bertrand Sonnecotet qui a fait d'énormes travaux sur le ligament antérolatéral, sur les lésions, capsulo-méniscales et qui aussi a fait des travaux avec des IRM émotionnels et qui avait montré justement, des activations ou alors justement des zones du cérébral qui s'éteignaient au moment de la rupture et il a, fait une thèse de science sur l'AMI, donc mmh, cette considération-là, neuromotrice. OK, Alors comment je les considère? À chaque fois, je leur dis: «C'est toi qui vas décider s'il faut se faire opérer ou pas». OK, Ce qui permet déjà, en fait, de donner au patient ce libre arbitre qui va le rassurer et je leur laisse toujours une, période de réflexion qui leur permet, en fait, de prendre la décision, entre guillemets, «un peu seuls» et d'être ouais, acteurs de leurs soins et je leur dis, quand ils passent sur la table d'examen, sur le premier, je leur dis: «Qu'est-ce que tu penses de cette rupture du croisé?» ouais, Et souvent ils OK, disent: «Ah, je sais pas, c'est vous qui allez me dire et cetera». Je dis: «Non, non, il faut que tu me dises toi» et ils arrivent et je dis: «Tu as même le droit aux gros mots» et en fait, ils arrivent assez vite à dire: «Ça fait chier» et oui, ça fait chier parce que c'est pas une pathologie, vitale, mais c'est une pathologie fonctionnelle qui est très embêtante dans, la pratique sportive, dans, ce que ça implique sur le plan, perso et pro mmh, et donc en fait, les amener à prendre la décision seuls, être, très, dispo en préopératoire, avec leur kiné pour vérifier justement que le genou est réceptif à la chirurgie. Être très dispo, nous, sur les questions médicales, mais aussi, toute l'équipe que j'ai autour de moi, j'ai mis en place une, visioconsultation préopératoire par une infirmière. OK, Mais justement là, ils génial. parlent pas au chirurgien, ils parlent à l'infirmière, donc ils peuvent poser plein de questions qui sont des questions sources de stress. Ouais, Et donc tout ça, il faut pouvoir y répondre et ça, on s'était rendu compte que, à l'infirmière, ils posaient des questions qu'ils osaient pas poser aux médecins et pourtant qui généraient pour eux du stress en préopératoire et cette, OK. téléconsultation pré-op, elle a permis de pas mal améliorer les choses. Ah mais c'est vraiment super intéressant. C'est vrai que c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui me dit: «OK, on fait une consultation, on va dire, préopératoire, en visio et tout». C'est hyper original et pour le coup, ça devrait être Bah, plus fait en tout cas. ouais, ouais et c'est moi, j'avais vu un chirurgien à Haguenau qui s'appelle Jérôme Villeminot, qui avait mis Mmh. comme ça un parcours préopératoire qui était hyper intéressant, avec notamment la conception du jeûne moderne, c'est-à-dire que les patients, ils descendent avec une sucette à la bouche. Donc il y a ce côté ludique un peu, qui démystifie, Mmh. l'aspect froid du bloc opératoire OK. et il avait mis cette consultation, infirmière en place et c'était très efficace et moi j'ai travaillé sur un projet d'application qui pour l'instant n'a pas vu le jour parce que pas mal occupé sur d'autres projets, mais en gros où on faisait une évaluation, un dépistage de l'anxiété par un score qui s'appelle le score Amsterdam Mmh. et en fait, j'avais fait des tables rondes avant, à l'élaboration de cette appli avec des confrères qui est chirurgiens. Je leur disais: «Est-ce que vos patients sont stressés?» Ils me disaient: «Non». Bah, ça, nous, on est tous très fiers, les chirurgiens. On dit: «Non, non, ils sont pas Ouais. stressés, non, t'inquiète» et en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'ils sont stressés, c'est est-ce que tu évalues leur stress? Ouais. Parce que c'est sûr qu'à eux, ils vont pas te dire qu'ils sont stressés. Ouais, c'est Par ça. contre, si tu leur fais remplir un questionnaire dans la salle d'attente ou même au retour à la maison, on va voir en fait une anxiété préopératoire qui est là et Mmh. il faut pouvoir, par des réponses sur le côté médical, par une meilleure organisation sur le plan administratif, par le fait de faire vivre le parcours avant de le subir par un parcours vidéo, voir en fait ce qui va leur arriver le jour J. Tout ça permet de diminuer l'anxiété et c'est pas moi qui le dis, c'est la littérature scientifique. Moins d'anxiété préopératoire égale meilleurs résultats cliniques post-opératoires. Ouais, bah, ouais, c'est ça, je peux totalement le concevoir et puis le temps qu'on prend aussi en consultation, le temps que prend le chirurgien et le kiné en consultation, je pense que c'est aussi important. Le fait que le patient se sente écouté aussi. J'ai des patients qui sont revenus de leur premier rendez-vous, avec le chirurgien, par exemple, encore une fois, j'incrimine personne, mais c'est des exemples qui me viennent, et qui étaient en fait, hyper stressés parce qu'ils n'avaient pas pu poser toutes leurs questions. Ils avaient été vus, pour des raisons X ou Y, pendant 5 minutes, juste hop, hop, flexion, extension et ils étaient restés avec plein de questions et c'est vrai que ça, c'est parfois alors ils reviennent avec plein de questions auxquelles moi je sais
personnellement, je ne sais pas répondre à tout. Il y a des choses où je dis: «Bah, écoute, ça, il faut que tu vois avec ton chirurgien». Et donc ouais, je te rejoins vraiment sur ça, sur le fait que cet aspect multidisciplinaire, c'est hyper important et de toute façon, je pense qu'on est loin d'être les seuls à le dire et ni les premiers à l'avoir affirmé. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de ce qui est les amplitudes articulaires. Bon, selon toi, quels seraient, on va dire, les signaux d'alerte à partir desquels, il faudrait commencer à se dire, face à un patient qui a peut-être pas toutes ses amplitudes articulaires: «OK, là, c'est pas normal» ou «Là, ça pue un petit peu». Et dans le continuum de cette question, est-ce que, du coup, tu pourrais nous évoquer peut-être des causes courantes de retard d'acquisition, de ces amplitudes articulaires, que ce soit en flexion, extension? Je sais que c'est un peu le nerf de la guerre au début, on se dit, gonflement, douleur et amplitude articulaire. Et voilà, comment raisonner face à ça? Bah, on va surtout parler de l'extension comme ça, on aura un Ouais. discours qui est le plus clair possible et tu l'as dit juste avant dans un ordre qui m'a bien plu. Tu as dit: Mmh. «Gonflement, douleur, raideur». Ouais. En gros, pour moi, tout part du gonflement. Mmh. Un genou qui est gonflé, qui est hématique, c'est un genou qui sera douloureux, c'est un genou qui deviendra raide. Donc si on veut prendre les choses dans l'ordre, moi je dis même avant de gérer la douleur, il faut gérer l'épanchement. Donc un genou qui soit sec. Ça va OK. passer par un traumatisme chirurgical diminué, par un drainage satisfaisant de l'articulation en fin d'intervention, sur l'utilisation de la cryocompression, sur les massages drainants, les bas de contention, j'en passe. Mais en tout cas, un genou sec, un genou non douloureux ensuite avec la gestion de nos antalgiques qui doivent être pris de façon systématique et puis cette cryocompression qui est très, très efficace. Mmh. Et puis après, un genou qui soit, donc non gonflé, non douloureux, donc réceptif à la rééducation et qui sera pas raide. Et Ouais. quand est-ce que je vais m'alerter? En fait, il y a pareil sur ces travaux-là, docteur Sornicotek qui avait fait des publications où il voyait que le flessum à 3 semaines, puis le flessum à 6 semaines, s'ils étaient en place, ils étaient à risque de se pérenniser et donc ensuite OK. d'entraîner, un syndrome du cyclope et même à moyen et long terme d'être plus, associés à des lésions d'arthrose, secondaires. OK. Donc ce qu'il faut, c'est, pour moi à 3 semaines, c'est ne pas avoir de flessum, qui peut être un flessum antalgique et qui est en lien avec, cette fameuse AMI, l'arthrogenic muscle inhibition, c'est-à-dire l'hypotonie du vaste médial et la contraction réflexe des ischio-jambiers, qu'il faut Ouais. savoir travailler pour tout de suite ne pas laisser, la place à la nature qui a horreur du vide et qui pourrait combler, cet espace devant au niveau de l'échancrure par de la fibrose et donc un OK. cyclope. Et Ouais. attention, ça me permet de rappeler quand même, faut pas dire cyclope à 3 semaines. Ouais. Ça peut arriver, mais ça voudrait dire que le cyclope préopératoire, c'est-à-dire le moignon de LCA n'a pas été retiré. Le flessum à 3 semaines, il est, un flessum antalgique, il est li en lien avec l'AMI, il est pas en lien avec un cyclope. Le cyclope peut apparaître plus tardivement, au-delà OK. du 4e, 5e mois. OK, donc c'est vraiment à partir de 4-5 mois que là, tu commences à te dire: «OK, là, c'est si flexomia, c'est plus du cyclope». Là où Flessum quand c'est très irréductible, précoce, voilà. OK, Flessum OK, irréductible, c'est-à-dire que, il y a un caillou devant qui vient bloquer l'extension. Il est toujours secondaire à un flessum, fonctionnel initial, hein, ouais, mais là, il devient, mécanique, il bloque en extension. OK. Et je voudrais qu'on parle maintenant un peu aussi de l'évolution des patients. Bon, j'ai eu pas mal, enfin, comme je disais, on a tourné un podcast il y a pas longtemps avec, Florian Forelli, justement, où on a parlé de croisés. Et je lui disais que, voilà, les prises en charge post-opératoires, j'ai dans 50 des cas, c'est des ligaments croisés. Et au final, ce que je me rends compte avec les années, et bien, c'est que les patients évoluent tous super différemment. J'ai par exemple un patient opéré, DIDT, qui, après 2-3 semaines, il avait, toute sa flexion et cetera. Alors qu'il y en a qui, galèrent vraiment super longtemps. Et je me suis toujours demandé, mais OK, il y a le gonflement, il y a la douleur et cetera, mais comment est-ce qu'on pourrait expliquer justement cette différence entre les personnes? Est-ce qu'il y a une question aussi d'anatomie du ligament croisé là-dedans? Est-ce que c'est l'acte chirurgical qui parfois peut faire un peu varier ses récupérations? Est-ce que c'est le facteur chance, comme on peut dire? Ça m'a toujours étonné parce que là, quand je vois un patient comme ça qui, après 2 semaines, le gars, je pourrais même pas dire qu'il s'est vraiment fait opérer. J'exagère un petit peu, mais honnêtement, il est très, très, très bien cliniquement. Et d'autres qui pourtant sont peut-être plus sportifs à la base et ben, qui se tapent, encore un déficit d'extension après 2-3 mois, quoi. Donc voilà, j'aimerais vraiment avoir ton avis là-dessus. Alors c'est très difficile, cette, gestion des facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait qu'un patient ne va pas aller bien? Comment on pourrait les dépister
pour justement éviter ces soucis post-opératoires. Il y a une première chose, c'est est-ce que le genou était prêt? Est-ce que le patient était prêt? Ouais. En gros, est-ce que le genou était prêt? Est-ce qu'il était sec, mobile, non douloureux Mmh. et donc Ouais. réceptif à une chirurgie? Et est-ce que le patient était entre guillemets «d'accord»? Est-ce que dans le timing, c'était le bon timing? Moi, je vois parfois des patients qui vont pas forcément très bien parce que peut-être ces genoux ont été opérés alors qu'ils étaient encore inflammatoires et que Mmh. ces genoux ont été opérés alors que le patient n'était pas prêt. Il OK. n'était pas prêt, il n'avait pas forcément envie, il n'avait pas organisé le post-opératoire comme il fallait et donc à la fin, c'était un résultat qui n'était pas bon. Et quand je dis pas envie, c'est aussi un défaut de motivation. Quand on regarde même dans la littérature, dans toutes ces études pédagogiques qui sont une science, vraiment hyper intéressante, on voit en fait que la motivation du patient, qui est corrélée à certains scores, hein, Mmh. et beh, elle est à l'origine de meilleurs résultats cliniques. Donc OK. ça dépend beaucoup de choses. Et ensuite, la deuxième chose que je trouve importante à noter, c'est que, et bah, mes patients de début d'expérience, ils allaient moins bien que mes patients aujourd'hui. OK. Le temps chirurgical, l'agression chirurgicale, le temps de garrot, c'est sûr que, il peut jouer justement sur cette récupération aiguë, post-opératoire. OK. Donc il y a cet aspect, triple, de la technique chirurgicale, de la diminution de l'agression chirurgicale, le parcours patient qu'on va faire vivre au patient et puis, tout ce que je t'avais dit sur le préopératoire. Est-ce que le patient est prêt? Est-ce que le genou est prêt? OK. Et donc Malheureusement, ici quand ouais. c'est très Non, vas-y, difficile dis-moi. de déterminer, quels sont les patients qui vont aller bien, ceux qui vont aller moyennement bien. Nous, quand on regarde dans nos stats, on a, 80 des patients qui, vont, bien, voire très bien, avec, une récupération, subtotale de leur mobilité à 1 mois. Des patients, allez, 15 des cas où, on comprend pas, ils vont extrêmement bien en te disant: «J'ai pris 0 médicament, j'ai eu 0 douleur», tu sais pas pourquoi. Mmh. Et il y a Ouais. quand même 5 patients qui ont des su 5 pardon, des patients qui ont des suites compliquées. Ça va OK. être des grosses douleurs, une raideur, l'utilisation des béquilles encore à 1 mois, parfois un hématome. Il y a 5 de ces patients qui peuvent être compliqués. OK. Et quand tu parles de genou prêt pour l'opération, est-ce que toi, si quelqu'un enfin, si un patient arrive avec encore, un déficit d'extension avant l'opération, est-ce que d'office tu l'opères pas? Ou est-ce que Ouais, tu vas dans certains OK, donc d'office tu l'opères pas? faut pas Ouais, l'opérer. c'est ouais, bah, tu vois, c'est là, je pense, j'ai un patient qui me vient en tête, beh, en pré-op, il avait encore son déficit d'extension, mais il avait sa date opératoire et il a été opéré et c'est jusqu'à maintenant un des patients avec qui il y a eu le plus de il va bien cliniquement, mais c'est ce manque d'extension, il a vraiment galéré après l'opération. Pourtant, c'est un sportif et cetera, il y a pas de enfin, il avait des bons cuissots de base et c'est vraiment un truc qui m'a marqué parce que je me suis dit: «C'est vrai que ouais, ce truc enfin, cette étape préopératoire, c'est un truc de fou comment ça conditionne excessivement le post-op, en fait et OK, donc toi, c'est vraiment, il y a pas d'exception, quoi. C'est tu Non. Alors manque d'extension il y a certaines exceptions, notamment ouais, on pourra parler de l'anse de Saut et cetera, même si, une anse de Saut ne doit pas entraîner de flessum irréductible. ouais. Il y a des critères parfois de semi-urgence, les atteintes, des ligaments collatéraux ou autre chose comme ça. Mais en tout cas, sur un ligament croisé isolé Mmh. avec un déficit d'extension, Ouais, il faut pas opérer. Il faut rééduquer ce patient pour qu'il ait son extension complète et ça lui permettra d'être bien meilleur en post-opératoire parce qu'il aura compris le principe des contractions flash, l'épuisement des ouais, ischio-jambiers et il sera nickel sur le post-op. ouais. Ouais, non, c'est OK, bah, c'est hyper intéressant. Hem et bon, bah, voilà, on vogue un petit peu sur différents aspects autour du croisé, mais on sait aujourd'hui, bah, au final qu'il y a une multitude de techniques, pour, bah, justement opérer, et reconstruire ces ligaments croisés. Je ne sais pas si c'est une question qui est facile à répondre là comme ça, mais sur quoi toi tu te bases, pour savoir en final laquelle tu ferais avec quel patient? Alors c'est une grosse question, donc à toi de me dire à quel point est-ce que c'est développable ici. Mais donc ouais, voilà, grosso modo, on va dire. Alors moi, je m'inspire de ce que font, mes aînés, Mmh. des patrons qui ont fait, heu, des découvertes, des descriptions techniques qui permettent aujourd'hui d'arriver à une chirurgie, la plus safe possible. Et donc aujourd'hui, à la question: «Quelle technique je fais?» c'est très prétentieux, mais j'en suis assez fier. Je fais ma technique que Vas-y. j'ai publiée
Mmh. et qui est une technique de reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral. Ouais. Cette technique, elle est publiée avec différentes, spécificités par rapport à tout ce qu'ont décrit mes pairs avant, hein, Mmh. et je m'inspire d'eux pour reconstruire donc ces 2 ligaments, ligament croisé antérieur plus ligament antérolatéral, avec une autogreffe. Ça Ouais. marche mieux qu'une allogreffe. Une autogreffe, il faut que ça soit la greffe la moins délétère possible pour le patient, donc c'est celle des ischio-jambiers, qui Mmh. permet d'entraîner le moins de conséquences fonctionnelles, une rançon cicatricielle qui est moindre, et ces 2 ischio-jambiers, on va les laisser pédiculer, les laisser attachés au tibia pour un meilleur principe de vascularisation, cet aspect biologique et puis un aspect mécanique de double fixation au tibia, parce qu'on rajoutera après une vis. Donc OK. en gros, sur une, chirurgie primaire, je fais une reconstruction combinée du ligament croisé antérieur et du ligament antérolatéral avec le tendon des ischio-jambiers. OK. Ça va pas tellement dépendre du type de sport, ça va pas tellement dépendre du niveau de sport. OK. L'objectif, c'est de se dire que ce ligament antérolatéral, on le fait dans une grande partie des cas, la quasi, totalité des cas, parce que justement l'équipe de Santi, à Lyon a vraiment montré tous les apports de cette plastie antérolatérale sur le taux de rupture, sur la gestion du ressort rotatoire, sur la cicatrisation, méniscale, sans pour autant que ça modifie le protocole de rééducation, sans pour autant qu'il y ait des complications, spécifiques. OK. Donc la question de ce renfort latéral, elle est plus quand est-ce qu'il faut pas le faire? Donc, Mmh. nous on le fait dans plus de 90 des cas. OK. Et puis, après sur les chirurgies de reprise, là j'utilise une autre greffe qui est le tendon du quadriceps. Mais, cette question de la greffe, ça reste un des maillons de la chaîne. C'est-à-dire que si ton patient, il avait un flessum préopératoire, quelle que soit la greffe que tu utilises, ça ira pas en post-op. Ouais. Donc c'est un des maillons de la chaîne et ça fait beaucoup partie des habitudes. Quelqu'un que je connais à Lyon qui s'appelle Jérémy Cognot qui fait, du tendon du quadriceps en première intention, il le fait parfaitement bien, ses patients, ils vont nickel. Donc si tu OK. veux, le type de greffe va être un des maillons de la chaîne. Et donc c'est pour ça que je dis souvent au kiné, quand votre patient, il vous dit: «Bah, quelle est la meilleure greffe?» Il n'y a pas une greffe qui est la meilleure. C'est-à-dire que Ouais. c'est la plus solide, on s'en fout. C'est pas parce qu'on met un tube en téflon dans le genou que ça ira mieux. L'idée, c'est de se dire: «Qu'est-ce qu'on va faire avec cette greffe? Qu'est-ce qui va être reconstruit? Qu'est-ce qu'on va faire de mes ménisques? Quel sera mon protocole post-opératoire?» Et c'est ça qui sera important. OK. OK. Et j'aurais encore une petite question pour toi. Alors c'est une petite question improvisée, mais au final, est-ce que toi, tu as des critères pour te dire ou en tout cas ou même une situation qui te vient en tête où tu t'es dit pardon, voilà, avec ce patient, voilà, on n'arrive plus à progresser en kiné, heu, entre guillemets, «on sait plus rien faire de plus». Alors je dis ça pourquoi? C'est parce que j'ai un patient en ce moment, qui a eu un gros traumatisme au niveau du genou, fracture du plateau tibial, rupture des ligaments collatéraux, du croisé antérieur, du croisé postérieur. Donc, quand même un gros truc. Enfin, en gros, il restait plus grand chose dans le genou, sauf les ménisques. Mais du coup, voilà, là, on est après 1 an et demi de rééducation quand même. Et il manque toujours certaines choses comme la pleine flexion, etc. Et un premier chirurgien avait dit, ben, moi, je ne peux plus rien faire pour vous, même au niveau de la kiné, etc. Et je sais que c'est une question compliquée, mais parfois, je me demande, OK, à partir de quand est-ce que on doit se dire, ben, c'est pas que la rééducation n'est plus utile, mais qu'on sait plus rien faire de plus, entre guillemets, pour le patient. Je sais pas si toi, tu as déjà eu des cas comme ça ou un peu presque un échec thérapeutique ou est-ce qu'au final, avec le temps, on récupère tout entre guillemets, si on continue à bosser? Ah non, mais après c'est très difficile de répondre à ta question, tu vois, sur ce cas clinique précis, mais, Ouais, malheureusement, on peut avoir des séquelles après un accident. ouais, C'est pas une écharpe dans le pied, donc tu vois, on peut avoir des séquelles, on peut avoir, des séquelles à type de raideur, à type de douleur, à type de déformation. ouais. Donc oui, malheureusement, la rééducation, pour toi, la médecine du sport ou la rhumatologie, la chirurgie pour moi, malheureusement, ça peut pas tout et quand on se blesse, quand on a un accident, on peut avoir des risques de séquelles. Ouais. Mais ensuite, à la question que tu poses, j'ai envie de répondre, moi, il y a plein de choses que je sais pas. Par contre, quand je sais que c'est pas chirurgical, ça je peux le dire, je dis: «C'est pas chirurgical». Je dis pas aux patients: «C'est pas chirurgical, ciao». Je dis: «C'est pas chirurgical, mais on va essayer de trouver une solution et on va demander l'expertise du médecin du sport, du rhumatologue, du MPR. Ouais. On va demander l'expertise du kiné du sport.
On va voir si une reprogrammation neuromotrice peut pas vous aider. On va essayer différentes choses, la consultation antidouleur, et cetera. Et à la fin de ce cheminement-là, on pourra dire: «Bon, ben, malheureusement, on a fait ce qu'on pouvait et on est arrivé au stade de séquelles». Mais il y a d'autres pathologies que les pathologies chirurgicales. Mmh. L'algodystrophie, tout ce genre de pathologies-là, c'est des choses que moi, je vais pas prendre en considération. Par contre, je vais orienter les patients. OK. Ouais, c'était pas une question facile et tu as très bien répondu. OK, top, trop bien. Et pour terminer ici, on pose un petit peu toujours cette question systématique à nos chers et tendres invités. Si tu devais citer 3 erreurs, que tu as commises, en début de carrière ou en tout cas à tes débuts, si je peux dire ça comme ça, qu'est-ce que ce serait? Voilà, tout simplement. 3 erreurs, alors tu Que vois. ce ouais, que ce soit sur le plan, je sais pas, psychologique, par Ouais, ouais, exemple, ouais, tu raison. tu vois? Bah, déjà, je trouve que toutes les erreurs que j'ai pu faire étaient pas forcément des erreurs, c'est aussi l'évolution de la chirurgie. Je parle de moi sur le plan technique, j'ai fait des erreurs. Mmh Il y a des patients que j'ai, moins bien opérés, j'ai eu des complications et cetera où j'avais ma part de responsabilité. Je minimise pas du tout ça et Mmh. plus tu ranges la vaisselle, plus tu risques de casser les assiettes. C'est vrai. Après sur les erreurs, thérapeutiques, et bah, tu sais, il y a plusieurs années, les patients, ils restaient hospitalisés une semaine, ils avaient un redon, ils avaient un kinésithèque. C'était pas forcément des erreurs, ce qui a permis aujourd'hui de faire une chirurgie ambulatoire, mini-invasive, sans redon Ouais, et avec, reprise précoce avec l'autorééducation. Donc erreur, je dirais, peut-être de pas avoir considéré cet aspect, psychologique du ligament croisé. ouais, Au départ, même si je pense qu'assez vite j'ai changé mon fusil d'épaule, là-dessus. Hem, L'erreur, autre, heu, mais tu vois, c'est assez vite, je me suis entouré de kinés qui m'ont permis d'avoir de meilleurs résultats, donc pas ouais, forcément une erreur là-dessus, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir, l'organisation que j'ai aujourd'hui dès mes ouais, premiers jours d'installation. ouais, Et après, te 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 3e chose, une erreur que j'ai fait au début et que je commence à arrêter de faire, c'est parler, temporalité. C'est-à-dire ouais, qu'il y a des patients qui vont plus ou moins vite ouais, et donc en fait, la course à pied, c'est pas forcément à 3 mois, ça peut être avant, après. ouais, Le sport pivot, c'est pas forcément à 6 mois, le pivot contact, c'est pas forcément à 9 mois. ouais. Il y a des choses là-dessus, qui ont bien changé avec pas mal de publications donc ouais, c'est les erreurs actuelles. Après, est-ce qu'il y a autre chose qui me vient en tête? Elle est pas facile ta question. Ah Ça ouais, fait non, ça fait peur de dire, le mec qui dit: «J'ai pas non, j'ai pas d'erreur et tout machin», ça fait non, prétentieux. non, mais t'inquiète, Non, mais c'est pas facile comme question et c'est en fait, je dis le mot erreur, mais tu l'as très bien souligné, ça peut regret être peut-être? juste des choses que tu aurais peut-être aimé, savoir plus tôt ou peut-être des choses, que tu aurais faites différemment. C'est pas d'office une erreur parce que comme tu dis, on apprend toujours, mais Bah, tu voilà. vois, ce que j'aurais aimé, avoir mis en place il y a 5 ans, Mmh. 1, ne pas opérer les genoux trop vite. Ouais, 2, avoir, cette, gestion préopératoire de l'anxiété d'emblée avec la consultation infirmière que j'ai mis en place et que j'adore. ouais, Et 3, avoir déjà ce suivi post-opératoire avec les kinés du sport. magnifique. Et si tu vois, il y a voilà, c'est en gros, s'il y a un de mes collègues et moi je fais beaucoup de formations avec les où je fais des présentations aux jeunes chirurgiens qui vont s'installer et cetera. Si, il y a des conseils que je devrais donner pour éviter les potentielles erreurs passées, bah, je dirais ça. Bah, c'est tu vois, tu as finalement Ça tout s'est va? rassemblé et tu m'as dit, Pas 3 militant, trucs, mais non, c'est trop bien et c'est lundi, hein, il faut pas trop, pas trop en demander non plus, et en plus, c'était une question un peu, improvisée comme ça donc elle était pas facile et tu t'en es très, très bien sorti. C'est top. parfait. Bah, écoute, voilà, je vais pas te retenir plus longtemps, parce que je sais que tu es assez occupé. Donc je voulais déjà te remercier en tout cas d'être passé, sur Entendons. C'est vraiment un plaisir de t'avoir reçu. C'est hyper intéressant d'échanger, parce qu'on invite
beaucoup de kinés, mais inviter comme ça des chirurgiens orthopédistes qui sont passionnés comme ça, c'est vraiment hyper enrichissant, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui nous écouteront. Et donc voilà, je voulais juste te remercier au nom de toute l'équipe Merci d'être à toi. passé. Et puis ben voilà, je vais te laisser retourner voir tes chers patients. Et Je vais aller voir tes 2 collègues kinés d'abord et puis ah après, oui, on oui, fera les collègues kinés, les collègues kinés. à 14 Ok, heures. trop bien. Et ben écoute, passe Bon, une très belle merci journée Augustin. et au plaisir, hein. Ciao, ciao. Avec à plus. Ah, et on aimerait bien te remercier d'ailleurs, toi qui regarde ce podcast ou qui est en train de l'écouter, parce qu'en fait, c'est grâce à toi que ce podcast, il prend vie, qu'il se popularise et qu'il se fait connaître. Et c'est grâce à notamment le fait que tu mettes des étoiles sur Spotify, des likes sur YouTube, etc. Donc, s'il te plaît, on sait que c'est le truc un petit peu bateau, mais ce serait vraiment super si tu pouvais nous soutenir, pour le redire encore une fois, en nous mettant 5 étoiles sur Spotify, un like sur YouTube, en t'abonnant à la chaîne, en partageant le contenu, tout ce que tu veux, mais tout ce qui va permettre en fait de pouvoir faire connaître le podcast aux gens qui t'entourent. Ce serait vraiment super. Et ben voilà, on te remercie simplement de ta confiance, de ton écoute, et on te dit à très très vite dans tes oreilles. Ciao.